Bonjour, nous sommes à côté du lac de Côme en Italie, dans un lieu historique, puisque derrière moi, eh bien, ce sont des murs de l'usine de Moto Guzzi, usine créée en 1921 et dans laquelle la production des Moto Guzzi n'a pas cessé depuis, ce qui en fait probablement l'un des lieux de la culture motarde le plus authentique du monde, si on regarde un peu toutes les marques existantes aujourd'hui. Alors nous sommes là pour voir 3 nouvelles motos et puis peut-être aussi répondre à une question: est-ce qu'elles vont réparer une sorte d'injustice? L'injustice, c'est quoi? C'est qu'en gros, Moto Guzzi, c'est globalement 9000 motos par an. Sur ces 9000, il y a un gros pourcentage de la gamme V7 qui est vraiment le cœur de lance de la production de Moto Guzzi. Mais malgré tout, on peut dire que c'est des chiffres qui sont, on va dire, dans la moyenne, puisque le marché de ces motos un peu néo-rétro est très porteur. Et en France, par exemple, Moto Guzzi, c'est à peu près 800 motos, donc environ 600 V7. Alors aujourd'hui, en 2018, on a 3 nouvelles motos qui viennent compléter la gamme, qui existent avec déjà la Spéciale, la Racer, la Stone, qui est en couleur mat. Et bien ces 3 motos existent, et puis il y en a 3 nouvelles qui viennent compléter le catalogue, qui sont dans l'ordre la Roth, la Carbone et la Milano. Alors pourquoi 3 motos supplémentaires? C'est simple, Moto Guzzi a constaté qu'environ 60% de ses clients allaient puiser très largement dans une gamme d'accessoires pour se les personnaliser, mais ça fait quand même 40% de gens, c'est pas rien, qui eux souhaitent conserver les motos d'origine, mais qui sont quand même pas contre une machine un peu plus stylée, et c'est la raison d'être de ces 3 machines. Alors globalement, pas de révolution, c'est une V7 III, donc c'est la dernière génération des V7, il n'y a pas de modification technique par rapport à ce qu'on connaissait déjà, donc on a toujours ce moteur bicylindre de 750 qui fait 52 chevaux, c'est pas extrêmement puissant, mais c'est un moteur qui est très rond, qui est assez coupleux dès les plus bas régimes, qui a des petites vibrations, ça frétille un peu dans l'arrière-train, dans la selle, c'est vraiment très agréable à rouler en rythme, je dirais, urbain, déplacement quotidien, balade sur petite route. C'est pas le grand frisson mécanique, mais c'est quand même assez plaisant, surtout compte tenu du niveau de puissance. Donc techniquement, on en est resté là, la boîte c'est toujours la même, un cardan, boîte 6 vitesses, et puis l'électronique, on a le minimum, on a un contrôle de traction et puis des petites fenêtres digitales dans le tableau de bord. Pour le reste, c'est vraiment de l'habillage, on est vraiment sur de la personnalisation, sur des thèmes un petit peu différents. Donc la Roth que voici, c'est roues à rayons, la selle se distingue des autres modèles, et puis des pneus à crampons, des Pirelli MT60 qui paradoxalement lui donnent plus de vivacité que les 2 autres motos en virage serré. La moto penche plus facilement, elle est plus agile et elle est plus vive, et c'est ce qui la rend un petit peu différente à conduire des autres, parce que pour le reste on est sur la même géométrie, sur le même débattement de suspension, sur la même configuration. On est encore une fois dans une logique d'habillage. À l'autre extrême, c'est la Milano que voici. Milano, c'est un peu dans l'esprit des Italiens le symbole du chic, donc cette machine, en fait ils l'ont voulu sobre et classe à la fois, garde-boue en alu, peinture mat plutôt jolie, une selle avec un revêtement, je dirais un petit peu façon Alcantara sur le dessus, du chrome sur les échappements par rapport aux 2 autres versions qui sont en échappement noir, et puis elle a tableau de bord plus complet avec compteur et contour. Et puis au milieu, c'est une moto qui se veut plus agressive, on va pas dire le mot sportif, parce qu'encore une fois 52 chevaux, plus de 200 kg, on n'en est pas là, et de loin. Néanmoins, les culasses rouges, dans la culture italienne, c'est Testarossa, donc ça va forcément plus vite. Et puis des éléments de carbone sur les caches latéraux, sur les garde-boue, du noir sur le réservoir, et puis une selle avec des surpiqûres, un passepoil rouge assez sympa, garde-boue arrière en carbone là aussi. Donc voici globalement comment la gamme Moto Guzzi V7 s'étoffe pour 2018, et c'est plutôt sympa. Alors ces machines, à qui s'adressent-elles? C'est assez simple, c'est des gens qui veulent déjà une marque historique, Moto Guzzi 1921, c'est complètement légitime, complètement authentique en termes de technologie et de continuité par rapport à ce que Moto Guzzi a produit jusqu'ici. Ce sont des gens qui veulent une moto facile d'accès, c'est très facile à conduire, on peut carrément les conseiller aux débutants, d'autant qu'elles sont bien évidemment bridables pour les permis à 2, des gabarits un petit peu fragiles, un petit peu chétifs, seront parfaitement à l'aise sur ces motos-là. Même les grands, moi je suis assez grand, et pourtant avec la nouvelle ergonomie, j'ai pas les genoux qui tapent dans les cylindres. Donc ce sont des motos très faciles d'accès, elles sont parfaitement en phase avec la philosophie de rouler aujourd'hui. C'est pas super puissant, c'est pas super rapide, mais il y a un tel caractère moteur qu'en fait aujourd'hui on a fait une grosse centaine de kilomètres sur des petites routes de montagne un peu autour du lac de Côme, c'était juste magnifique. On se dit qu'en fait un rythme de balade, ça le fait carrément bien, il y a du couple, on repart sur un filet de gaz, ça marche, c'est très plaisant, il y a un petit bruit de bicylindre qui est vraiment très agréable. Et ce sont des motos qui sont faites pour ça, c'est une philosophie assez détendue de rouler, parfait pour la balade, parfait pour un quotidien tranquille, un petit peu stylé. Alors évidemment, il y a des défauts, c'est une moto qui est un peu ancienne, elle ne peut pas cacher l'âge de son châssis. C'est vrai qu'au niveau
de la rigueur de l'amortissement, du confort. Les amortisseurs arrière, c'est quand même pas trop ça. La selle est finie par un petit peu dur à la longue. Mais par contre, pour le reste, freinage, boîte de vitesse, moteur, on est vraiment sur des machines très plaisantes. Une petite remarque, c'est un peu curieux que le tableau de bord reçoive le contour sur la Milano et pas sur la Carbone qui se veut plus sportive. Mais en fait, le contour là-dessus, sincèrement, on s'en fout un peu. On roule un peu à l'oreille, on roule un peu sur le couple et on va pas vraiment chercher les derniers tours minutes. Donc c'est pas trop l'objet. Alors, le dernier point, effectivement, on est sur une gamme qui, globalement, ici, va entre 9 et 10 000 euros. À la louche, hein, je vous fais ça. Bon, globalement, c'est sûr qu'en face, si on prend le contenu technologique d'une MT-09 à titre d'exemple, c'est sûr que là, on n'est pas tout à fait sur le même niveau de prestation. Mais l'essentiel n'est pas là. Il est sur le plaisir, il est sur les sensations, il est sur le son. Il est sur le fait d'avoir une moto jolie, stylée, et puis qui a une certaine légitimité historique, ce qui est pas rien du tout en ce moment où effectivement les machines rétro sont vraiment à la mode. Alors la question qu'on peut se poser, et je lève le doigt pour la poser, c'est comment se situe cette machine par rapport à la concurrence. La concurrence, en fait, il n'y en a pas tant que ça sur des motos aussi historiques. On pense éventuellement à la prochaine Royal Enfield bicylindre, à la 650 Interceptor et Continental GT. Pour le savoir, je vous propose de vous abonner à la chaîne YouTube lerepère-des-motards.com, puisqu'on aura, dans pas trop longtemps peut-être, l'essai de cette machine sur notre chaîne YouTube.